Moi, ce qui s'est passé à l'adolescence, j'ai comme réalisé que j'étais un petit peu plus attiré vers les garçons que les filles. Et c'était pour moi un gros déchirement personnel. Puis à un moment donné, mes parents ont su que j'étais gay. Puis encore aujourd'hui, ils pensent que c'est un choix, alors que c'est pas le cas. Et là, ils l'ont pas du tout bien pris. Là. Je m'attendais pas qu'ils le prennent bien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, écoute, si tes parents t'acceptent pas, t'as pas à les accepter dans ta vie. C'est comme un déchirement intérieur parce que t'aimes tes parents, mais ils t'acceptent pas comme tu es. Aujourd'hui, je suis très, très fier de dire qu'on est le groupe qui vend le plus de copropriété dans mon secteur. Je parle de 45 % de parts de marché, qui est énorme en immobilier. Wow, c'est énorme. Moi, je viens d'une famille très conservatrice, donc la religion a pris une place très, très importante dans nos vies, dans notre quotidien. Je me rappelle quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. On n'avait même pas le droit, des fois, de serrer la main d'une femme. Donc, quand tu vois, par exemple, une belle fille, il faut que tu baisses la tête. Puis, on n'avait pas le droit de voir des films qui n'ont pas un lien avec la religion, là, tu sais. Parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est 2 ans de prison si t'es gay au Maroc, aujourd'hui. Là. Encore en 2023? En 2023, exactement. Puis ça, c'est si t'es chanceux, si tu ne fais pas battre, etc. Si j'avais le choix d'aimer plus les filles, d'être plus dans une situation hétéronormative, là, je l'aurais faite parce que ma vie aurait été tellement plus simple. Là. Bienvenue dans le ring immobilier. Merci à nos commanditaires, Osvalet, Plancher de Mille, Soutebli et Martin Ross, avec Jean-Sébastien Boiteau et Sacha De Santis. Younes, qu'est-ce que ça te fait d'être assis ici aujourd'hui avec Master Sacha? C'est un privilège pour moi d'être avec vous, parce que vous êtes comme des superstars de l'immobilier. OK, ça part fort de même. Ça part fort de la pression. Non, c'est toi la star. C'est ça. Non, c'est un plaisir. Puis je te remercie pour l'invitation aussi. Alors, c'est un grand plaisir de te recevoir. Co-animation, Sacha. Très cool que tu sois là, Sacha. Merci, JS, de l'opportunité. Vraiment. Puis Younes, je suis content que ce soit toi l'invité aujourd'hui parce qu'on se connaît bien. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. On va pas faire semblant qu'on se connaît pas. Non, c'est ça. Ton nom, c'est El Moustir. El Moustir, c'est ça. On se connaît bien, ça fait quand même quelques années. On a fait des masterminds ensemble, on a fait plusieurs choses. Je suis content qu'on ait deep down aujourd'hui dans les sujets qui t'interpellent. Moi, j'étais assez surpris. On a eu une conversation, Younes et moi, puis pour le peu de temps que tu es dans l'immobilier, puis tu parles de mastermind, je trouve que tu en as fait à l'intérieur de quoi, 5 ans? 6 ans? 6-7 ans à peu près. Là, ouais. OK. Pour moi, ça peut être surprenant pour quelqu'un, mais pour moi, ce qui est important, c'est l'expérience de vie. Souvent, tu vas avoir un nouveau courtier immobilier qui va commencer dans le domaine et il va tout de suite performer assez rapidement. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'expérience qu'il va moins réussir. Mais cette personne-là, il a une expérience de vie en arrière. Donc, quelqu'un qui a fait face à beaucoup d'adversités, qui a commencé très jeune dans le marché du travail, va avoir une facilité à réussir, d'ailleurs, dans n'importe quel domaine, là, pas juste dans l'immobilier. Donc, il ne faut pas négliger ou sous-estimer cette expérience-là de vie qu'on a derrière. C'est pour ça qu'il y a des gens qui commencent à un âge un peu plus tard, qui font le switch dans l'immobilier, mais qui réussissent plus rapidement qu'un jeune qui a 20 ans, là. C'est vraiment un bon point, c'est vrai. Hein? Des fois, on néglige ça. Puis, je me souviens pas c'était qui. On était en enregistrement hier, puis la personne était dans le milieu de la restauration, puis des bars, puis c'est ce qu'on disait. Tu sais, quelle chance de pouvoir... La ligne est mince dans la restauration pour rester accroché, mais quelle chance d'avoir et de profiter de ce moment-là quand tu es jeune pour pouvoir bâtir après tes relations et tout ça. Tu as parlé d'adversité. Je vais sauter rapidement dans le sujet parce que je pense que tu es quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves puis qui a su tourner ça au positif. Oui, comme beaucoup de personnes, on a tous fait face à de l'adversité, pas de la même manière, mais moi, je suis né au Maroc,
Donc, puis on est arrivé ici avec notre famille en septembre 2002. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens, des fois, ils ont l'impression que c'est facile. Juste, tu choisis un pays, puis tu immigres dans le pays, puis c'est tout, là. Mais c'est très, très compliqué, surtout en 2002, parce qu'il venait d'y avoir les événements de 2001, là, du 11 septembre. Puis on venait quand même d'un pays qui était visé par ça. Donc, puis ça a pris, je pense, 4 ou 5 ans avec un avocat pour pouvoir venir ici. Puis au début, on était supposé aller à Miami, en Floride. Es-tu déçu? Un petit peu. Non, blague à part, c'est ça. Puis à la dernière minute, mes parents ont décidé de changer d'avis puis d'opter pour le Québec, pour la sécurité sociale, pour la langue, etc. C'était plus facile pour eux de s'intégrer ici. Parce qu'ils parlaient français déjà. Ils parlaient français, oui, ils parlaient déjà, un petit peu. Surtout ma mère. Mon père parlait un petit peu moins français. Et on est arrivé en septembre 2002 ici. Puis là, on est resté à Montréal tout le long. Puis on était dans un petit 3,5. Tu parlais d'adversité. Un petit 3,5, on était 5 avec ma petite sœur qui est courtier immobilier aussi, là, Marois, qui avait 2 ans à l'époque. Elle est dans ton équipe? Non, elle travaille avec son copain. Ah oui? C'est ça, exact. OK. Nice. Donc c'est ça. Fait qu'on était dans un petit 3,5. Mais je sentais pas ça. Pour moi, c'était normal. Je sais pas. Tant que tu n'es pas exposé à quelque chose de mieux, tu le sais pas. Fait que moi, j'ai vécu quand même une enfance qui est très normale, heureuse aussi. Mais c'est sûr qu'il y a un choc culturel là, quand tu viens ici au Québec. Puis moi, je me rappelle, je vais vous raconter une histoire, là. On est allé à la Place Versailles, le centre d'achat. C'était le premier centre d'achat que je voyais dans ma vie, parce qu'il n'y en avait pas au Maroc à cette époque-là. Et en plein milieu du centre d'achat, il y avait comme une fontaine. Puis le monde garochait de l'argent dans la fontaine. Fait que, mais nous, c'était un choc. Moi, je dis, shit, les gens sont tellement riches ici qu'ils prennent de l'argent puis ils garochent dans la fontaine. Puis nous autres, c'était normal. Mais quand tu y penses, puis que tu fais un step en arrière, t'as raison. Mais c'est incroyable. C'est spécial comme scène. Puis il n'y avait pas juste des 1 sou, il y avait des 5 sous, des 25 cents, des 1 $, des 2 $. Ouais. Fait que je comprends qu'il fallait que je me retienne, là. Mm-hmm. Mais c'est juste l'idée derrière que les gens garochent de l'argent dans une fontaine. Dans l'eau. C'était comme incroyable pour moi, là. J'en revenais pas, là. Wow. Hey, ça me vieillit. J'étais en train de me dire, en 2002, il y avait des 2 $. Moi, il y avait juste des 1 cent dans mon temps. Ça n'existait pas. Ça dépend des fonds d'achat. Ça dépend de l'âge aussi. C'est ça. Mais, oui, hein. Ouais, ça, c'est des chocs culturels que j'ai vécu. Puis la même affaire, moi, mon rêve, c'était de prendre l'avion. J'ai pris la première fois l'avion quand on est arrivé ici. T'avais quel âge quand t'es... 10 ans. T'avais 10 ans. Ouais. T'avais déjà un background là-bas. Oui, c'est ça, exact. J'ai fait toute mon éducation là-bas. Donc, j'étais quand même... Je suis venu ici, j'ai tout de suite intégré l'école primaire, 4e primaire. Puis là, ils ont vu que je ne comprenais pas grand-chose. Là. Alors, ils m'ont mis en 3e année primaire. Puis après ça, ils ont vu que, il fallait vraiment une classe d'accueil. Fait que j'ai été transféré dans une autre école, une classe d'accueil avec plein de monde qui viennent de partout dans le monde. C'est intéressant. Donc là, 2002, vous arrivez au Québec, déstabilisé. Est-ce que tes parents étaient des personnes où ils vous ont mis dans un mindset de positif, d'affronter, puis d'aller, puis de garder la tête haute, puis d'être fier, puis ou c'était plutôt introverti ou ce qu'on ne veut pas déranger? C'était quoi l'environnement familial? Écoute, moi, je viens d'une famille très conservatrice. Donc, la religion a pris une place très, très importante dans nos vies, dans notre quotidien. Donc, c'est sûr et certain, mes parents avaient tendance à être très protecteurs envers nous. Donc, ils ne nous poussaient pas nécessairement d'aller vers le monde extérieur, ce qui est un réflexe, selon moi, qui est normal. On a tous le réflexe de venir vers nous-mêmes ou d'aller vers des gens qui nous ressemblent aussi, là. Et voilà, puis
Puis au fil des ans, ça s'est un petit peu amélioré. Puis quand on vieillit aussi, on s'ouvre à la société. Puis on va dans l'école, nos amis, on finit par s'ouvrir un petit peu plus au monde extérieur. Mais moi, initialement, je viens d'une famille qui est très conservatrice. Je me rappelle quand j'étais jeune, on n'avait pas le droit d'écouter de la musique. On n'avait pas le droit de voir des films qui n'ont pas un lien avec la religion, là, tu sais. Wow. Et puis ça fait pas si longtemps que ça, là. Non, 2002, ça veut dire autour de, il y a 10-15 ans. 20 d'années, plus que 20 ans. Non, mais on est quoi, là? On est 2023. Ah oui? C'est ça. Pas Quand vous êtes arrivé. C'est pas calculé? Non, mais c'est parce que je me dis, quand tu es arrivé en 2002, t'étais pas vieux. Non. Bon, mais après ça, 2002 à 2010, j'imagine que c'était c'est l'époque où les parents, ce que tu expliques, tu sais, on parle de 15-20 ans quand même, c'est pas loin, là. Non, c'est pas loin, puis c'est encore la réalité dans plusieurs pays aussi. Donc, c'est ça. Donc, on n'avait même pas le droit, des fois, de serrer la main d'une femme. Donc, quand tu vois, par exemple, une belle fille, ben, il faut que tu baisses la tête, là. Puis, donc, c'était un milieu, parce que dans la religion, là, vous avez t'as des gens qui sont un peu plus à l'extrême, t'as plusieurs degrés de pratique au niveau de la religion. Donc, nous, on a grandi dans cet environnement-là, très conservateur. Et je vous dis ça parce que c'est important de savoir d'où on part un peu, puis le contexte, parce que pour quelqu'un qui a vécu dans une famille un peu plus libérale, ben, lui, peut-être son contact avec le monde extérieur va être plus facile. Donc, mais j'ai toujours eu le désir de briser ça, puis d'aller à l'extérieur, puis d'aller voir un petit peu comment les choses fonctionnent ici, comment les gens vivent ici, c'est quoi leur mode de vie, etc. Fait que cette curiosité-là a toujours été en moi, puis je l'ai assouvie à travers les années, tu sais. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu regardes ça, je vais faire attention à comment je vais poser la question parce que c'est quand même délicat. Est-ce que tu adhères à cette éducation-là que tes parents t'ont donnée? Oui, c'est pas noir ou blanc. Souvent, les gens vont... Ça, c'est mauvais. Il y a beaucoup, mes parents m'ont transmis des belles valeurs et j'en suis conscient et je les remercie pour ça d'ailleurs. Donc, il faut prendre ce qu'on a reçu. Parfois, on le transforme un petit peu à notre goût, mais oui, ils m'ont transmis des belles choses aussi, là. Puis il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Alors, il y a du positif, il y a du négatif. Nous, on a une culture, par exemple, qui n'est pas très démonstrative, là. Tu sais, toi, avec ton gosse, j'ai vu ça ce matin, il partait, je pense, en Europe. Il jouait au hockey. J'ai broyé ma vie. Vous n'avez pas le droit de parler de ça, là. C'est ça. Fait que tu as broyé ta vie, tu lui as dit... C'est écœurant. C'était paradoxal. Je broyais d'un bras de mon gars. C'était émotif. Puis sa mère, puis sa blonde, puis les sœurs. Ouais. Mais écoute, nous autres, réservés, démonstratifs, c'est pas tant, mais on est émotifs. Tu sais. C'est ça. Parce que c'est un amour inconditionnel. Avec ton fils. Mais ça, c'est une manière de démontrer l'amour. Mais nous, c'est pas notre manière à nous. C'est ça. Je vais pas serrer mon gars dans mes bras. Je vais pas lui dire « je t'aime ». Je vais pas... Même aujourd'hui? Même aujourd'hui. C'est tabou. On ne peut pas faire ça. Il y a comme un mur qui est... Est-ce que OK. Tu as un garçon demain matin. Oui. Tu as envie de... T'as-tu l'envie? C'est une drôle de question, mais je trouve ça intéressant parce que c'est quand même des émotions. Puis moi, je respecte ça, mais... Ouais. Non, c'est sûr, il faut briser. Ça ne veut pas dire que ça a non, été mais ça ne veut pas dire que c'est... Moi, je respecte ça. Là. C'est important que je te le dise. C'est juste, comme on dit, ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Exact. Alors, mais ce qui est important, c'est que même si mes parents ne me disent pas nécessairement « je t'aime », ils ne me prennent pas dans mes bras, il y a une autre manière de communiquer l'amour. Absolument. Ça ne veut pas dire que l'amour n'existe pas.
Il y a juste une autre manière de l'exprimer, cet amour-là. Le love language. Exactement. Fait que cet amour-là va se traduire par je fais à cuisiner un bon repas pour ma fille, pour mon fils. Va se traduire que je vais te donner de l'aide sur autre chose, que je vais venir te voir. Il se traduit, mais de manière différente. Et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs pays dans le monde. Là. Plus conservateur. Donc, plus conservateur. Donc, ça dépend. C'est quoi ton love language? Exactement. Ouais. Ah ouais, non, puis Donc, 100%. Sache, comment c'est chez vous? Ben, nous, on a grandi à l'italienne. Tu sais, mon père, c'est un Italien français. Puis, il y a beaucoup de conservateurs aussi. En Italie, c'est un des châteaux forts un petit peu là, que faut faire les choses de cette façon-là. Puis les pâtes, c'est al dente. Puis la sauce tomate, c'est la sauce tomate. Puis ça, c'est comme ça que ça marche. As-tu le droit de dire que c'est pas bon? Tu peux y dire, mais ça se peut qu'ils le prennent mal. ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des similitudes. Je dirais que peut-être certaines personnes pourraient voir que c'est peut-être moins extrémiste sur certains aspects. Mais je sens quand même certaines similitudes. Ouais. Mais mon père, il était aussi réservé quand même. Il voulait montrer qu'il ne veut pas trop montrer ses émotions, mais en même temps, c'est des gens émotifs. On est émotifs, les Italiens, qu'est-ce que tu veux. Dans les chansons, dans la nourriture, dans tout, c'est des gens émotifs. Fait que même s'ils essayent de ne pas être émotifs, ils le sont quand même. Younes, je pense que je peux me permettre de te poser la question parce qu'on a eu la discussion, puis c'était important pour moi à chaque fois qu'on a des invités qui prennent leur temps de venir puis de venir nous partager leur expertise, leur vie, de respecter l'invité qui est assis là. On a eu une discussion hier. Je t'entends parler de ta famille, puis ça projette vraiment la personne qui est tissée, serrée sur la famille, puis qui a des belles valeurs. Même si la beauté, c'est qu'on vit différemment nos émotions, on se rejoint dans les valeurs familiales. Mais ce qui est paradoxal, c'est ce que tu as vécu comme adversité par la suite. Oui. Je vois où tu veux m'amener, là. Bien sûr, si tu m'en as parlé, Younes, puis tu sais, je me permets de te le dire parce que je t'ai posé la question si c'était une avenue qui était bonne pour toi. En fait, j'ai pas de problème à partager ça avec vous puis tous les gens qui nous écoutent. Moi, ce qui s'est passé à l'adolescence, j'ai comme réalisé que j'étais un petit peu plus attiré vers les garçons que les filles. Puis là, j'ai réalisé de plus en plus que je suis vraiment plus attiré par les garçons que les filles. Et c'était pour moi un gros défi, là, parce que c'est un déchirement personnel. Parce que pour moi, dans ma tête, avec le contexte que je vous expliquais tantôt, ça se pouvait pas. Ça se pouvait pas. Fait que j'ai tout essayé pour renverser un petit peu la situation pour des années. Puis j'ai réalisé que je pouvais pas le faire. C'est quelque chose qui est... si j'avais le choix d'aimer plus les filles, d'être plus dans une situation hétéronormative, là, je l'aurais faite parce que ma vie aurait été tellement plus simple. Là. Et à un moment donné, je vous épargne les détails, là, mais... Ta vie ou les gens autour de toi? Ma vie, on vit à travers l'existence des autres personnes qui nous entourent. Fait que les deux sont intimement entreliés. Interreliés. Ben oui, parce que tu vis ta vie, mais si tu vis seul sur une île, tu n'existes pas. On existe seulement à travers l'existence de l'autre. Donc voilà, fait que c'est sûr que ma mère l'a su à un moment donné, mes parents ont su que je vous épargne les détails, là, mais ils ont su que j'étais gay. Tu sais. Tu leur as dit personnellement? Non, ils l'ont su. OK. Je ne l'ai jamais dit. Ils l'ont su par eux-mêmes. Puis c'était assez clair, là, assez évident. Et là, ils l'ont pas du tout bien pris. Là. Je ne m'attendais pas qu'ils le prennent bien. Fait que, puis même que j'étais au Maroc à un moment donné, puis j'ai dû quitter parce que ce qu'il faut savoir, là, c'est 2 ans de prison.
si t'es gay au Maroc, aujourd'hui, là, encore aujourd'hui. Puis ça, c'est si t'es incroyable. chanceux. Si t'es chanceux. Encore en 2023. En 2023, exactement. Puis ça, c'est si t'es chanceux, si tu ne fais pas battre, etc. Puis moi, j'ai jamais eu le... Je fais pas partie de... Je suis pas le stéréotype gay qu'on retrouve habituellement. C'est très rare que les gens le savent, à moins que je leur dise, tu sais. Fait que ils comprenaient pas pourquoi. Encore aujourd'hui, ils pensent que c'est un choix, alors que c'est pas le cas. Donc, c'était très compliqué. Puis c'est, malheureusement, nos relations, il y avait déjà un mur qui existait avant parce que je gardais ma vie un petit peu privée à cause de ça. Donc, il y avait déjà une certaine distanciation qui s'est formée à travers toutes ces dernières années. Mais là, quand ça s'est su, c'est vraiment... Il y avait comme une brisure, là, une relation qui a été brisée envers ma grande famille qui habite encore au Maroc, mais aussi ma petite famille. Donc c'était très, très compliqué. Donc là, aujourd'hui, la brisure, plus de lien familial. Plus de lien familial ou à peu près pas. Donc mes parents reviennent d'ailleurs s'établir définitivement au Maroc. Donc cet été. Et je présume une des causes, c'est notamment ça, là. Donc, wow. Donc c'est ça. Ceci étant dit, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, ben écoute, si tes parents t'acceptent pas, ben, t'as pas à les accepter dans ta vie, puis tu peux juste quitter, puis c'est correct, ça t'appartient pas. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est mes parents pareil. Et mes parents, je les aime. je leur dis pas enfin parce qu'il y a comme une gêne, là, comme je t'expliquais tantôt, mais c'est comme un déchirement intérieur parce que t'aimes tes parents, mais ils t'acceptent pas comme tu es. Donc ça, c'est pas facile, là, tu sais. Puis je suis conscient que ça a fait un gros boom, là. Il y a des gens que... ma mère, je pense qu'elle est tombée en dépression. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement grave. Tu peux... être gay, là, c'est la pire chose que tu peux être, là. Tu peux voler, tu peux... Dans la religion de tes parents. Exactement. C'est important de préciser. C'est ça. Ça. Parce que, tu sais, la discussion en ce moment, Oui. je te remercie d'être transparent. Puis, au-delà de ça, si ça peut faire réfléchir les gens à des situations qui vivent des situations comme ça, tant mieux. Exact. Mais la raison pour laquelle aussi on l'apporte, c'est pour comprendre l'adversité que tu as vécue qui fait aujourd'hui la personne que tu es et la façon dont tu gères Exactement. tes relations personnelles, tes relations professionnelles. Puis ça, tu sais, j'ai hâte de t'entendre tantôt, mais... Ouais. Ben oui, parce que tu vis un énorme succès en ce moment, là, dans ton travail, dans ton entourage, dans ta communauté. Oui, parce que je suis clairement pas la seule personne qui a vécu ça, là. Il y en a plein. Ici, au Québec, là, tu sais, je veux dire, on est une société très diversifiée. Il y a plein de monde qui viennent d'un peu partout. Donc, la situation que moi, je vis, il y a beaucoup de jeunes qui le vivent aujourd'hui, de jeunes filles, de jeunes hommes qui vivent la même situation. La plupart, puis il y a des gens qui vivent leur vie avec une femme, mais qui ont des enfants, puis qui savent clairement que c'est pas pour eux, mais pour cacher un petit peu leur situation. Donc, ils vivent dans une... Tellement malheureux pour eux. Exact. Moi, j'ai fait le choix d'être honnête et j'ai fait le choix de vivre ma vie comme moi je le veux. Donc ça, c'est un choix personnel que j'ai fait. Et à ce moment-là, puis c'est intéressant, c'est que on a eu la discussion, puis tu m'as dit, quand on décide de faire sa ferme immobilier, faut aller au-delà que juste des résultats, mais il faut y avoir une raison. Et cette raison-là, pour toi, a pris tout son sens. Ben oui, parce que je travaille dans le secteur du village à Montréal. Et ce qu'il faut savoir, c'est la plupart des gens, avant de choisir un secteur, ils vont analyser un petit peu c'est quoi la compétition, c'est quoi un peu le potentiel de croissance dans un certain secteur par rapport à d'autres. Moi, c'était pas du tout cette démarche-là. C'est pas du tout ça. C'était naturel envers moi de travailler ce secteur-là, de travailler cette communauté que je connais bien. Puis travailler un secteur ferme, c'est pas juste faire de la publicité, là. Il faut que tu sois ancré dans la communauté.
Il faut que tu ailles assister au conseil de ville avec les maires d'arrondissement. Il faut que tu sois engagé dans les organismes communautaires, à faire du bénévolat, etc. Fait que l'engagement doit être beaucoup plus fort. Puis les gens, ils vont te reconnaître. Quand tu fais juste de la publicité, ils te connaissent comme courtier immobilier. Donc, c'est bien, tu vas avoir un certain succès, mais quand tu t'incrustes dans la communauté, ils te connaissent aussi comme personne. Et c'est là que toute la différence est faite. Parce que là, ils te connaissent comme personne, ils connaissent tes valeurs, ils savent comment t'es, puis ça permet d'accroître la business, les affaires de manière exponentielle, là. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé un réconfort en plus personnel? Oui, ben oui. Dans ta communauté? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Il y a des gens qui m'ont aidé, là. J'ai été chanceux, là. J'ai eu beaucoup d'aide. Sinon, je ne serais probablement pas devant vous ici aujourd'hui, là. Donc, puis en retour, on finance beaucoup d'organismes qui se chargent aussi d'aider d'autres personnes. Fait que ça devient un petit peu une mission de vie, puis ça me touche, on est plus sensible à ça, parce que quand tu vis la même situation, ben, tu as une sensibilité par rapport à ce que les autres peuvent vivre comme même situation aussi, là. Alors, puis souvent... Puis, dans notre métier, là, puis vous êtes aussi, vous avez travaillé, vous avez même plus d'expérience que moi, on a le privilège d'entrer dans le quotidien des gens. Puis ça, il y a beaucoup de courtiers qui l'oublient. C'est vraiment un privilège de rentrer dans l'intimité, le quotidien des gens. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est peut-être mon côté un peu voyeur, là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître leur histoire. Parce que derrière chaque transaction, derrière chaque projet d'achat, derrière chaque projet de vente, il y a une histoire. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écouter cette histoire-là. Puis je ne le fais pas dans le but de faire plus d'affaires. C'est pas dans un but utilitariste. C'est vraiment naïf de ma part. J'ai vraiment un plaisir à écouter l'histoire des gens. Puis par cœur. Par cœur. Puis j'adore ça, là. Tu sais, c'est ça que j'aime le plus de mon travail. Mais il faut aimer ça. Il y a des gens qui sont un peu moins ça. Pour faire ça, il faut beaucoup d'écoute. Puis il faut s'intéresser sincèrement aux gens aussi. C'est ça qui est dur, l'écoute, hein? Les gens, on dit souvent, on a 2 oreilles, on a une bouche. Donc, il faut écouter 2 fois plus qu'on parle. Je pense que ça, tu l'as bien compris. Oui. Tu parles de naïveté. Est-ce que ta naïveté que tu as su fait partie de tes forces aujourd'hui? Je pense que oui. Moi, je suis un peu, peut-être un peu naïf. Il y a certaines personnes qui vont voir ça comme une faiblesse ou un défaut. Mais moi, je veux garder ça parce que c'est un petit peu le moteur pour pousser les choses plus loin, de garder un certain optimisme. Fait que je veux garder mon côté naïf. Sinon, tu t'avances pas. La naïveté, ça sert à propulser les gens vers l'avant et non pas le contraire. Si tu n'es pas naïf, tu crains tout le monde, puis tu n'avances pas. C'est des obstacles qui ne te permettent pas de mordre dans la vie, là. C'est naturel aussi. Quand tu parles à des gens, tu les écoutes. Ah ouais, tu crois un peu que tu embarques un peu dans ce qu'ils disent. Ouais. Ça fait naturel. Ben oui. Les gens le ressentent sincèrement. Là. C'est des choses que tu ne peux pas cacher à des gens. Exact. Donc ils voient assez facilement. Puis la vie, il y a beaucoup de monde qui sont dans l'analyse, la rationalité, puis essayer de rationaliser toutes leurs actions au quotidien. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, doit se baser sur le cœur, sur l'intuition, sur... D'ailleurs, même mes décisions, j'ai une confiance énorme en mon intuition. C'est ce qui guide un petit peu mes décisions. Là, la petite voix. Exact. La réponse à nos questions, des fois, elle provient de notre intuition, de notre cœur, et non pas de notre raison. Et c'est l'essence de l'humain sans émotion. C'est pas un humain, là, c'est un robot. Est-ce que la génération s'en va là, la nouvelle génération? Je pense que l'émotion va toujours être là chez l'être humain. C'est c'est le moteur un petit peu de nos vies. Sauf c'est peut-être des fausses émotions, des émotions très artificielles. Aujourd'hui, tout va très, très vite.
Donc, on est émotif, il y a de l'émotion, ça fait partie de l'être humain, là. Sauf c'est pas de... Il faut qu'il y ait une émotion qui nous rend heureux aussi, là, qui est comme un... qui nous apporte beaucoup de paix intérieure. Parlons du grand succès de Younes. Avant de commencer l'immobilier, tu étais dans le domaine des communications. Oui. Moi, j'étais prédestiné à devenir journaliste. Donc, j'ai fait quelques années dans le domaine des communications. Je travaillais à Énergie, à Musique Plus, Musimax. J'ai fait les tours. J'ai fait une couple de pas mal. J'ai passé peut-être 3-4 ans à travailler dans ce domaine-là. Et par accident un peu, je rencontre quelqu'un, puis je travaille avec lui dans le monde des affaires, puis ça fonctionne bien. Puis j'ai changé complètement de domaine. Donc, mais il y a tellement de choses qui m'intéressent. Moi, j'aurais voulu devenir policier, j'aurais voulu être journaliste. Il y a les sports qui m'intéressaient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je suis un épicurien peut-être, là. Fait que... Puis on me dit à l'oreille que si tu veux devenir politicien, tu peux le faire demain matin. Exact. Oui, ça, c'est très drôle parce qu'à chaque... Tu sais, il y a des élections provinciales et fédérales, puis à chaque fois qu'il y a des élections, comme un an et demi avant, il y a toujours deux, trois partis politiques qui me contactent pour voir si je suis intéressé de me présenter dans leur comté. Et ils font... Parce que je suis un petit peu le visage de toutes les minorités. Ils vont dire « Ah, il est jeune, il est issu de l'immigration. » Puis en plus, c'est sûr que je suis un candidat parfait. Je le sais, là-dessus, je suis pas naïf. Mais surtout, tu t'exprimes bien. Tu trouves, mon Dieu. 100% depuis... Oui. Il trouve que j'ai le potentiel de faire ça. Moi, je ne suis pas intéressé. J'ai vraiment trouvé ma niche, c'est l'immobilier. Je suis très, très ancré dans ma communauté. Puis on fait un très beau travail, une très belle année. Alors, quand tu préconises la naïveté, c'est pas un bon secteur d'aller en politique. C'est ça. Je suis à peu près certain. Mais toi aussi, sache, tu es très implanté dans ton secteur. Tu es une personne qui a une image imposante. C'est-tu la politique quelque chose qui... Oui, on m'en a parlé. Puis c'est quelque chose... Mon père a toujours très aimé la politique. Surtout un parti en particulier. Je ne le mentionnerai pas. C'est un Italien, on le sait. Ouais, c'est ça. Puis l'idée, c'est que, oui, tu sais, le monde dit « présente-toi comme maire de la ville rendu là. Tu sais, on voit ta face à chaque coin de rue, tu sais. Ouais. » Puis je sais que tu vis un petit peu la même affaire, tu sais, dans le quartier. Tu es un peu partout. Tu as un super bureau sur Sainte-Catherine. Je pense que c'est le bureau le mieux situé au Québec, si tu veux mon avis. J'ai été voir tes bureaux. Puis, hey, un bureau sur Sainte-Catherine de courtage immobilier, ça s'est pas vu souvent. Ouais. Bien, ça, c'est drôle que tu dises ça parce que c'était très compliqué à avoir ce bureau-là. Ça a pris, je pense, 1 an et demi tout le projet, là. Ce qui est beaucoup, là, vous le savez, vous avez déjà eu des bureaux. Habituellement, c'est quand même plus rapide que ça. Parce que dans le zonage de la ville de Montréal, l'arrondissement Ville-Marie, ils ne permettent pas d'avoir des bureaux comme pignon sur rue sur Sainte-Catherine. Si tu veux avoir des bureaux, c'est au 2e étage, 3e étage, ou tu changes de secteur complètement. Fait que puis ils ne voulaient rien savoir, là. Puis nous, on est le premier bureau d'exposition et de courtage au Québec. Donc, on a créé un nouveau concept. Donc, c'est un bureau satellite de Remax L'Espace, mais c'est une boutique d'exposition aussi. Félicitations. Donc ça, c'était... Il fallait twister ça. La création, hein? Ouais, c'est ça. Fait que quand tu rentres chez nous, il y a des tableaux partout. Puis c'est des œuvres qui sont faites par des gens de la communauté. C'est des gens qui sont faites par les gens de la communauté. Puis nous, au début, on l'a fait juste pour pouvoir avoir le permis. C'était pas dans le but de... Mais là, on réalise qu'il y a plein d'artistes qui nous contactent pour exposer leurs œuvres. Ils veulent faire des expositions. Quand ils viennent, quand tu fais une exposition, ils invitent tous leurs amis, tout leur entourage. Puis tu te ramasses avec 70, 100 personnes. Ces personnes-là, il faut qu'on prenne leurs coordonnées pour des raisons de sécurité, courriel, numéro de téléphone. Vous savez l'importance de la... Fait qu'écoute, c'est devenu... J'ai sous-estimé l'impact que ça peut avoir. Et pourtant, c'était pas le but au départ. Mais vois-tu... En fait, faut pas que tu te sous-estimes. Parce que cette adversité-là, cette créativité-là, t'amène où ce que tu es aujourd'hui, selon moi. Puis, tu sais, on a beaucoup de courtiers immobiliers qui nous écoutent. Puis,
souvent, les courtiers qui commencent disent qu'est-ce que je pourrais faire, tu sais, pour... Ben, faut arrêter de regarder juste dans le carré de sable, là, de dire, OK, ben, faut que je fasse du porte-à-porte, faut que je fasse du mailing. Quand tu sors de ça et que tu es capable d'être créatif comme tu le fais, ben, tu sors du lot. Puis des fois, c'est pas instantanément, mais c'est sûr et certain qu'à un moment donné, ça vient à payer, ça vient à avoir le retour. Puis ça, ben, bravo, parce que toi, un nom, c'est projet, juste... oui. Oui. Mais c'est drôle que tu dises ça. Je pense que la créativité en affaires, de manière générale, c'est une des qualités les plus importantes à avoir. Puis je parlais avec un des propriétaires là, de Remax, l'espace. Puis il m'expliquait qu'il y avait un des courtiers, je ne vais pas nommer de nom, mais il est arrivé au gala avec son chien. Et là, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ton chien? Là? C'est pas... Puis il est arrivé là, je dis, non, tu comprends pas, là. Mon chien va être avec moi à la remise des prix parce que mon chien m'a rapporté 150 000 $ cette année. C'est incroyable. OK? Puis lui, à chaque fois qu'il allait promener son chien, chaque fois qu'il allait dans des parcs à chiens, il y avait 4 parcs à chiens différents. Fait qu'il faisait le tour. Fait qu'il il s'intéressait aux autres. Il bâtissait des relations comme ça. Donc ça, pour moi, c'est de la créativité. Quelqu'un qui n'aime pas... Là, je sais qu'il y a beaucoup de nouveaux courtiers qui nous écoutent. On dit beaucoup aux nouveaux courtiers, prospection, téléphone. Mais il n'y a pas juste ça. Des manières de prospecter, il y en a 100 000. Tu sais, juste en réseautage. Souvent, les gens vont aller dans des soirées 5 à 7. Ça ne rapporte pas parce qu'ils ne savent pas comment réseauter. Il y a une manière de réseauter. OK? Moi, je dis toujours à mes courtiers, avant d'aller dans un 5 à 7, il faut que vous ayez un objectif. Quand on va dans un 5 à 7, c'est quoi le réflexe qu'on a? C'est d'aller vers des gens qu'on connaît déjà, qu'on a déjà leurs coordonnées, des amis. Mais le but, c'est d'aller voir des gens qu'on ne connaît pas, de faire des nouveaux contacts. Donc, si avant un 5 à 7, je me mets comme objectif de rencontrer 5 nouvelles personnes, d'avoir une discussion significative avec eux, soit plus que 2 minutes, m'intéresser sincèrement à eux, ne pas me présenter comme courtier immobilier, juste intéresse-toi à eux. Après 10-15 minutes, tu vas voir, toi, tu fais quoi? Tu ne m'as pas parlé de toi? Coudonc, j'ai l'impression que je parle juste de moi-même. Ils vont automatiquement s'intéresser à toi. Et très, très important de collecter leur numéro de téléphone et leur adresse courriel. Parce que tu peux parler avec quelqu'un, tu as une belle soirée, tu as du fun, mais si tu pars sans ses coordonnées, ça ne vaut rien. Exact. Puis tu pars avec ça, tu intègres ça dans ton système, CRM, peu importe celui que tu utilises, et là, tu as des plans d'action qui sont automatiquement... Et je vous le dis, là, sur 5 personnes, là, à chaque fois, il n'y a pas une seule fois qu'il n'y a pas une transaction à court terme, pas dans 5 ans, là, qui émane de ça. Ils connaissent tous, à un moment donné, quelqu'un qui veut acheter ou vendre, ou eux-mêmes ont un projet d'achat ou de vente. Toujours. Puis vous le savez mieux que moi, vous êtes là-dedans depuis des années. Là, fait que... C'est là qu'on drop le mic. Incroyable. Non, mais c'est des belles passes à la palette, comme on dit au Québec, pour les courtiers qui nous écoutent, parce que c'est tellement vrai. Puis moi, le premier, je dois dire que je ne suis pas un champion des 5 à 7 puis savoir gérer ça. Puis ce que tu expliques là, c'est pas facile. C'est pas difficile. C'est mieux que de faire du cold call. Appeler, 100%. C'est mieux. Peut-être quelqu'un, il va aimer ça, faire du cold call aussi. Là. C'est rare, hein? C'est rare. mais j'en ai connu. Mais ça, c'est une manière agréable de faire de la prospection. Quand tu vas ça peut être dans des événements, mais des fois, quand on parlait de créativité, il y a des gens qui sont bombardés par toutes sortes d'affaires, puis tu peux décider, par exemple, d'organiser, nous, ce qu'on fait chaque fois qu'on fait une vente, puis on l'a fait, on le fait pas tout le temps, malheureusement, mais chaque fois qu'on aide quelqu'un dans son projet d'achat ou son projet de vente, on organise pour le client une pendaison crémaillère. Okay? C'est pas une grosse organisation. On n'arrive pas avec un budget de 5 000 $. Ça coûte à peu près 200-300 $. On achète des ballons, puis souvent du matériel qu'on réutilise en plus, puis on l'organise pour eux. Donc, eux, ils nous donnent la liste des gens qui veulent inviter. Qu'est-ce qu'il y a sur cette liste-là? Des numéros de téléphone puis des adresses courriel.
Puis nous, on est présents pour faire les contacts. Wow, de tous leurs amis, en fait. Fait que là, Exactement. déjà, ils ont une belle expérience avec toi. Ouais. Ils- Plus Ça, tu c'est touches, solide. tu touches le réseau. Fait que ça, quand on parle de créativité, c'est ça, la créativité. Pour sortir, puis tu sais, pour écloser comme tu as fait du petit garçon qui est arrivé à aujourd'hui, c'est sûr que toute cette créativité-là, il a fallu que tu l'utilises à 100% dans ta vie. Tu sais, puis ça fait 23 ans que je fais de l'immobilier, puis avec toute transparence, ça, moi, c'est une l'as pas première. vu. Non. Oui, ben, je pense que cette créativité-là, puis cette fin-là vient... Moi, j'ai jamais été bon à l'école, là. Que ce soit au Maroc, ici, là, j'ai jamais été très... Sacha confirme, toi non plus. Moi non on a plus. plein de beaux points en commun. Exactement. Ah, on est trois, ouais, exactement. Fait que c'est ça. Fait que, puis rendu au cégep, puis à l'université, j'ai juste fait une année d'université, là. J'ai réalisé que si je veux réussir, il faut que je travaille un petit peu plus fort moi, ce qui me faisait, excuse-moi le terme, me faisait chier un peu, c'est que j'avais des amis qui étaient dans la même classe, qui foutaient rien, puis qui étudiaient à peu près pas, puis qui arrivaient avec des notes incroyables. 100%. Mais moi, oublie ça, là. J'étudie pas, là. C'est un échec écrit sur le ciel, là. Donc, j'ai toujours travaillé un petit peu plus fort, puis j'ai toujours été très impliqué dans, que ce soit dans l'école, quand j'étais jeune, dans toutes sortes d'affaires. Puis je pense que c'est quand tu t'impliques beaucoup, quand tu fais beaucoup de choses dans la vie, même si tu touches à ça te donne de la confiance en soi, puis ça, c'est important. Puis ça te donne aussi, c'est là que vient cette créativité, parce que pour être créatif, il faut de la confiance. Les deux sont entrereliés, parce que si tu n'as pas confiance, tu ne vas pas toucher la créativité. Puis à travers toutes ces années-là, il y a une confiance qui s'est construite, qui m'a permis d'aller toucher la créativité. Peut-être que je suis un peu philosophe là-dessus. Là, Non, mais je te suis. C'est juste, je me base un petit peu sur mon expérience pour dire ça. Là. Peut-être que je suis dans le champ, mais j'ai l'impression que c'est ça. Puis ça, c'est important dans la vie, même dans notre vie personnelle, d'avoir un petit peu de créativité. Je pense que ça aide. 100%. Tellement. Allons-y en chiffres. Oui. Pour impressionner la galerie. C'est pas toi qui le fais, c'est Sacha et moi, mais 6-7 ans dans l'immobilier, tu as bâti une équipe, vous êtes combien? Ben là, on est une dizaine dans l'équipe au total, courtier et soutien administratif, directeur des ventes, etc. On est en pleine croissance. Ces 4 dernières années, on est en pleine croissance. Ça vient avec son lot de défis. Puis aujourd'hui, je suis très, très fier de dire qu'on est le groupe qui vend le plus de copropriétés dans mon secteur depuis l'année dernière. Donc ça, c'est... Puis de beaucoup, là, on parle de 45% de part de marché, qui est énorme en immobilier. Wow. C'est énorme. 45% dans ton quartier. Exact. C'est un gros quartier quand même. Combien de personnes dans ton 15 quartier? 000 personnes dans mon quartier, mais c'est très niché. Hein? C'est très... je peux te nommer les rues. Là. C'est Papineau, Saint-Hubert, René Lévesque, Sherbrooke. Tu t'en viens à avoir vendu de plus en plus tout le quartier. Oui, c'est ça. Puis les gens qui achètent ou qui vendent, ben, ils reviennent dans ce quartier-là parce que c'est un statut un peu particulier. Ouais. Donc, on réussit quand même à avoir un bon contact avec eux. C'est un bon slogan aussi, Younes. Oui, c'est ça. Si tu me permets, l'expert du village. Ouais. Comme ça, boum, on voit son groupe. Puis la première chose qu'on voit, c'est l'expert du village. Ouais. Je trouve tellement que c'est bon, puis c'est représentatif. Donc, les gens, ils se représentent là-dedans, ils se reconnaissent. C'est ceux qui doivent t'appeler suite à ça. Oui. Je vais te raconter une petite histoire, si tu me le permets. là pour ça, Younes. Il y a un de mes amis qui est avocat, c'était sa fête. Puis il s'apprêtait à sortir. Nous, on est à côté, il y a une boutique de vêtements. Puis juste à côté, il y a un bar qui est quand même très, très connu là-bas. Puis il voulait sortir pour sa fête dans ce bar-là. Puis c'est lui qui est venu vers moi et il m'a proposé, écoute, penses-tu que je peux utiliser ton local? On fera un genre de, pas un 5 à 7, mais juste un
une petite soirée, là, je m'occupe de l'organisation, il n'y a pas de problème, puis je vais être là, tu sais, t'es mon ami, là, je vais être là. Puis on était pas beaucoup, on était peut-être une douzaine, une quinzaine de personnes, tu sais. Puis j'ai jamais rien dit parce qu'il y a une grosse ah non, c'est écrit expert en village, du village. Fait que là, ils partent, puis ils quittent, puis il y a une des personnes qui était là qui me rappelle le lendemain, il dit, écoute, on pense à acheter un condo, etc. Puis une semaine après, j'ai listé un condo qu'ils ont vu, puis ils m'ont contacté. Fait qu'on a acheté ce condo-là. J'ai vendu leur condo à eux. Et grâce à ce condo-là, j'ai inscrit un autre condo du voisin. Fait que c'est une transaction qui m'a rapporté genre 60 000 $, là. Pour une petite soirée de 12 personnes. Puis le concept, c'est que d'entrée de jeu, c'était pas une stratégie marketing que tu faisais. C'était... Pas du tout. Pas du tout. Puis moi, aujourd'hui, j'ai vu que ça fonctionnait. Fait que je peux même organiser, je sais pas, un club d'échecs. Tu joues une équipe de vélo. Vous voulez faire votre AGA annuel. Moi, venez, le bureau il est offert gratuitement à tous les organismes de la communauté. Gratuitement. Tu es présent. C'est ça qui te démarque. Ben oui. Tu es présent tout le temps avec les gens. Ben j'ai pas le choix. Pas le choix. Fait que moi, aujourd'hui, puis j'en profite, là, si vous habitez dans le secteur, vous faites partie de la communauté, vous êtes les bienvenus à utiliser mes bureaux gratuitement. Est-ce que aujourd'hui, et pour toi, les réseaux sociaux est un véhicule qui est très prédominant dans tes stratégies? Un peu. Pas assez, selon moi. Les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus agréable à faire parce que ça nous réconforte, ça nous flatte un petit peu notre ego. Mais je parlais avec Jonathan, je pense, qui est venu vous voir, ça fait quelques jours. Puis il parlait avec un courtier, un des courtiers qui est le plus performant aux États-Unis. Puis il lui expliquait que je te donne 2 choix pour aller chercher, par exemple, 100 000 $ de plus. Soit tu fais des vidéos TikTok, soit tu t'occupes de tes réseaux sociaux, ou soit tu appelles tes anciens clients. Puis appeler ses anciens clients, ça a été la réponse la moins coûteuse, puis surtout la plus facile. Fait que, taux horaire numéro 1. Numéro un. Et ce qu'on réalise à travers ça, c'est que, parce que chaque action qu'on fait, il faut calculer le temps que ça prend, puis le coût, puis le retour sur investissement. Et ce qu'on réalise, c'est que beaucoup de nouveaux courtiers, aujourd'hui, le premier réflexe qu'ils ont, c'est tout ce qui est relié à l'image. Donc, ils vont investir beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, qui est, selon moi, la pire chose à faire quand tu commences l'immobilier. Et ils vont investir beaucoup de temps sur des choses qui ne rapportent pas de l'argent à court terme. Les réseaux sociaux, de mon point de vue, c'est bon pour des gens qui sont déjà établis. Ça ne sert que renforcer la présence. Mais pour quelqu'un, puis je vous le dis là, c'est vraiment contradictoire ce que je dis. Beaucoup de personnes conseillent justement une présence sur les réseaux sociaux, mais moi, je vous déconseille d'être présent sur les réseaux sociaux si vous êtes un nouvellement courtier. Il y a d'autres manières de faire qui te permettent d'avoir un retour sur investissement en termes de temps beaucoup plus rentable que ça. Merci de ta francheté, mais je dois y adhérer et tu m'ouvres une porte, pour ne pas faire de jeu de mots, Younes. Effectivement, si tu as de l'expérience et tu as du contenu à livrer, c'est bon. C'est dans ma perspective. Mais aujourd'hui, il y a tellement de courtiers qui pensent que parce qu'ils sont sur les réseaux, c'est bon, que le contenu, il y a beaucoup de contenu qui n'a pas de valeur. Puis c'est comme les conférences ces temps-ci. J'ai l'impression que tous les courtiers s'est rendu des conférenciers. Puis qu'on met ça, puis qu'on met ça, puis qu'on met ça. Mais à un moment donné, le contenu de tout ça, de conférenciers qui sont là, de réseaux sociaux, c'est que ça va faire l'effet contraire. Ça dilue. Ah oui. Ça dilue, mais ça renforce la publicité traditionnelle. Aujourd'hui, c'est drôle parce que le papier, j'écoutais à un moment donné une conférence, puis il dit, écoute, dans ta présentation, tu présentes tes services à un client, que ce soit acheteur ou vendeur. Et disons que tu arrives avec tes comparables. Il y en a beaucoup qu'aujourd'hui qui utilisent des iPads,
d'iPad, et qui numérisent un petit peu leur manière là, de présenter leurs services à leurs clients. Puis ils ont fait une étude, c'est une étude scientifique, OK, qui ont pris en vente, pas nécessairement dans l'immobilier, mais en vente de manière générale. Ils ont pris des sujets, donc des gens qui ne savaient pas dans quelle expérience ils allaient embarquer. Ils ont fait 3 expériences. Une présentation de vente avec un écran numérique, une présentation avec des papiers, puis une présentation avec une pochette lourde. Ils ont mis exprès de mettre du poids entre pour que ça soit lourd. Puis le résultat a été incroyable. Tout le monde a opté pour la pochette qui était lourde. Parce que les gens associaient inconsciemment le papier et le fait que ce soit un document lourd au contenu et à l'excellence de la personne qui a présenté ça. Fait qu'ils ont réussi, c'est scientifique ce que je vous dis là. Il y a une corrélation, ils ont réussi à créer une corrélation directe entre le poids du document qu'ils remettaient à leurs clients et leur taux incroyable de closing. C'est fou, là. Je suis pas surpris, puis je suis pas surpris, mais je vais me permettre de te challenger à dire, est-ce que cette étude-là a été faite auprès des 35 ans et plus? Parce que, est-ce que si l'étude est faite auprès des 20-30 ans, le résultat va être le même, selon toi? Bien, je vais donner mon opinion, mais tu sais, ça vaut ce que... Je pense que oui, parce que quand les gens sont tellement habitués à recevoir des infolettres, des courriels, de la promotion sur Internet, qu'ils vont y porter moins attention. Alors que quand tu t'arrives avec quelque chose de plus traditionnel, on n'a pas l'habitude d'avoir, je pense que l'impact serait plus fort. Ceci étant dit, moi, je vais le partager quand je fais mes présentations. C'était ma prochaine question. C'est ça. Je présente sur papier, donc les comparables un petit peu, ce que tout le monde connaît. Puis j'envoie toujours un courriel suite à la présentation avec un résumé de... On s'était parlé de quoi? Fait que j'envoie toujours la journée même ou le lendemain un résumé de notre conversation, puis j'annexe les documents que je vous ai laissés par écrit, sur papier, parce que des fois, ils ont besoin d'envoyer ça à leur beau-frère. Donc l'ACM que tu as fait, signé, pas signé, tu le remets le lendemain. Exactement. Je pense que, comme tu dis, c'est return to basics, son retour aux sources, parce que là, tout le monde fait du numérique. Il fut un temps que tout le monde faisait du papier. Moi, je l'ai vu qu'à Magog. C'était tous des gens qui faisaient du papier, le journal, etc. Mais là, tout le monde est parti de ça. Tout le monde est rendu numérique. Nous, on a gardé le papier. On a gardé le bureau sur place. On a gardé les vieilles choses, si on veut. Puis je pense que les gens commencent à réapprécier ces vieilles choses-là. Tu sais, j'écoutais une courtière aux États-Unis. Elle est incroyable. Elle a près de 90 courtiers. Elle donne une boîte de présentation. Elle arrive chez le client, une boîte lourde, comme tu disais. Les gens veulent du lourd. Boîte lourde, tout ce qu'il y a dedans, un petit cadeau aussi, boum, ça reste à la maison. Ouais. Après ça, c'est sûr que tu vas les closer, tu vas l'avoir, le mandat. Ouais. Avec une petite attention de Sacha qui arrive avec tout ça, puis un bon café à ses clients. Ça, c'est important. Est-ce que tu amènes des cafés à tes clients? Ouais, je l'ai fait quelques fois, à cause de toi en plus. Ah ouais? Tu me l'avais dit la dernière fois. Moi, je ne bois pas de café, hein. Pas besoin. Fait que, mais c'est drôle parce qu'il amène des cafés aux clients, mais il nous amène jamais de café quand il vient nous voir. Hein? Peut-être mettre ma maison avant de te la donner, moi l'avoir. Mon café. Parfait. Next time. 2 laits, 2 on va l'inviter pour une évaluation. Donc là, équipe, prime spot, ferme au village. C'est quoi les prochains objectifs pour Younes? Ben, l'objectif, c'est vraiment l'équipe, là. Je veux mettre beaucoup d'attention vers l'équipe parce que aujourd'hui, moi, je performe assez bien, mais je veux pousser mes courtiers à performer aussi. Il y a on met beaucoup d'énergie à aller chercher de nouveaux contrats. On met beaucoup d'énergie à avoir de nouvelles propriétés à vendre, etc. Puis on met très peu d'énergie pour ceux qui ont des équipes dans le recrutement à aller chercher des courtiers. Mais pourquoi on ne met pas d'énergie pour aller chercher des courtiers? Parce que ça nous rapporte beaucoup plus que d'aller chercher une inscription. Donc mon défi, ça serait vraiment de grossir l'équipe, mais de bâtir. Je veux que mes courtiers aussi
c'est très facile aujourd'hui d'avoir des nouveaux courtiers dans l'équipe, là, parce que... mais je veux bâtir une équipe de qualité, puis aussi donner tous les outils possibles aux courtiers pour qu'ils puissent réussir, s'ils veulent faire ce métier-là. Il y en a des fois qu'ils réalisent que ce n'est pas nécessairement pour eux, puis ils décident d'aller faire autre chose, ce qui est très bien. Ça ne fait pas d'eux de mauvaises personnes, là. Mais ceux qui aiment ce métier-là, puis qui veulent rester là, je veux vraiment leur donner le plus de ressources possible pour qu'ils réussissent. Parce qu'ils réussissent, c'est bon pour moi aussi, indirectement. Absolument. Puis ça me permet de libérer un peu plus. C'est bon pour la culture d'entreprise, puis c'est bon pour plein d'affaires qui est intéressant. Exactement. Younes, promets-nous une chose. Oui. Reviens nous voir, puis viens nous dire quelle a été la suite des choses avec toutes ces belles qualités-là d'adversité, de naïveté, de créativité, puis continue à te battre positivement, à défendre des situations comme on ne devrait pas vivre en 2023. Absolument pas. Tu as tout mon respect. Je suis hyper content de t'avoir rencontré aujourd'hui, vraiment. Puis c'est un honneur pour nous de t'avoir reçu aujourd'hui à l'émission. Sache, merci beaucoup. Ben merci les boys. Un partner de feu. Vraiment, c'était super cool. Puis pour vrai, on aurait pu continuer pendant 6 heures de temps. Tu as tellement, Younes, en te connaissant, je sais que tu es un excellent vendeur. Tu as des techniques incroyables. Puis pour vrai, on aurait pu en parler pendant des heures de temps. Fait que s'il y a des gens, peut-être des courtiers qui nous écoutent, qui aimeraient tes conseils, ce serait quoi l'idéal? Est-ce qu'ils te contactent sur Insta? Oui, ben, je suis sur Instagram, Facebook, par courriel aussi, là. Donc tout est sur les internets. Merci. Merci à vous. Merci. Merci à nos commanditaires. Osvalet. Photographie, vidéo, visite virtuelle, vidéo immobilière. Osvalet est votre partenaire de succès. Ils travaillent main dans la main avec les courtiers pour garantir que leur propriété captive l'attention. Leurs médias sont de la plus haute qualité, assurant que chaque listing attire et retient l'attention. Au-delà de la technologie, ils comprennent l'importance d'un service client de premier ordre et c'est ce qu'ils s'engagent à offrir à chaque étape. Pionniers de la technologie de la réalité virtuelle, ils adoptent les innovations pour garder une longueur d'avance dans le secteur immobilier. Une seule adresse pour tous les besoins de mise en marché d'un courtier, simplifiant ainsi le processus et garantissant que chaque mandat se démarque. Leur capacité à s'adapter rapidement aux nouvelles tendances et besoins du marché fait d'eux un allié inestimable pour tous les courtiers. Plancher 2000, détaillant de couvre-plancher axés sur la qualité et le design, ils font de la rénovation résidentielle, construisent des maisons neuves, des tours à logement et du commercial léger. Les produits offerts, bois franc, bois d'ingénierie, céramique, comptoir, vinyle, plancher flottant, pierres décoratives. Ils vendent, ils designent, ils installent et ils livrent. Toujours présents sur les réseaux sociaux et dans les émissions rénovation sur Canal Vie. Plancher 2000 ouvre un tout nouveau magasin, la Salle d'eau, magasin de fine plomberie, vanité et accessoires qui ouvrira ses portes en septembre à Longueuil. Martin Ross est un expert en courtage hypothécaire. Il est animé par la passion d'accompagner les individus dans la concrétisation de leurs projets immobiliers. Plaçant l'empathie au cœur de son approche, il travaille à vos côtés pour élaborer une stratégie personnalisée répondant à vos besoins financiers et objectifs à long terme. Son vaste réseau de partenaires atteste de son engagement à rendre votre expérience hypothécaire transparente et gratifiante. Collaborer avec lui, c'est opter pour un conseiller compétent, déterminé à transformer vos ambitions immobilières en réussite concrète.